L'avion est intact, il n'y a que le nez qui est coupé. Tu peux passer la tête par le cockpit. Tout l'avion est rempli de poissons. Dans le Fujikawa Maru, cale numéro 1, 3 petits avions de combat japonais. Là, j'ai pris le manche de l'avion et j'ai regardé droit devant. J'ai fait comme si c'était la Deuxième Guerre mondiale, comme si j'étais en 1944. J'essayais de voler et de ne pas me faire tuer. C'est vraiment une chose incroyable à faire, 30 mètres sous l'eau. C'est magique, très noir et mystérieux. C'est l'un des plus grands cimetières marins du monde. 51 navires japonais et 400 avions ont coulé au fond de ce lagon en 1944. Pourquoi cet épisode méconnu de la Deuxième Guerre mondiale s'est-il déroulé ici, au cœur de cet archipel perdu de Micronésie? À Chuuk, on se le demande encore. Le malheur des habitants de Chuuk est né d'un hasard géographique. Leur lagon profond est idéalement situé pour abriter l'une des plus importantes bases navales et aériennes japonaises. C'est le bastion à abattre à tout prix pour les Américains qui, en février 1944, vont déverser un déluge de bombes sur l'archipel. C'est leur revanche de Pearl Harbor. 4000 soldats japonais vont y perdre la vie. Le cauchemar d'hier s'est métamorphosé en trésor. Un trésor qui fascine les plongeurs du monde entier, mais un trésor qui se disloque. Corrosion, pêche à la dynamite. Des scientifiques australiens rêvent de sauver ces épaves, devenues l'unique ressource touristique de Chuuk. Mais ont-ils la moindre chance d'y arriver? Les touristes qui débarquent à Chuuk sont tous des fondus de plongée, comme cette famille qui arrive de Floride. On est très excités, c'est le voyage de notre vie, c'était notre rêve de venir ici. Ils parcourent l'unique route de l'île et sont vite décontenancés par ce qu'ils peuvent apercevoir. C'est incroyable. Rien n'est neuf. Tout a plus de 20 ans. Des baraques de tôle sans fenêtre. Je serais surpris s'ils ont l'eau courante. Pas d'air conditionné. Les choses sont vraiment différentes aux États-Unis. Ils se raccrochent à des repères familiers. Ah, il y a de l'essence. Oui, oui, il y a de l'essence. C'est joli quand même. I grew up without knowing much.
J'ai grandi sans savoir grand-chose. J'ai appris l'histoire de notre île par ma mère, mon père et ma grand-mère. Elle était née avant que les Japonais ne viennent ici. La vie des gens était alors très simple, facile, parce qu'ils vivaient de leur récolte, de leur pêche. Ils travaillaient tous ensemble, s'entraidaient, partageaient ce qu'ils avaient pour vivre. Première plongée pour la famille Boylan. Ils ont choisi l'épave la plus célèbre du lagon, celle du Fujikawa Maru. You're clear, go. Le canon sur le pont, tu l'as vu? Incroyable, il fait 10 mètres de long. C'est gigantesque. C'est dingue. Dès que tu descends, c'est vraiment super. Des épaves, j'en ai vu, mais c'était rien à côté de celle-ci. C'est un voyage dans le temps, vraiment. Îlot idyllique, épave majestueuse, récif corallien, Chuuk a tout pour séduire les visiteurs. Mais ceux-ci demeurent bien peu nombreux, à peine 3000 par an. Cet extraordinaire cimetière marin a beau être classé monument national, que peut-il réellement changer au quotidien difficile des Tchoukis? Longtemps administré par les Américains qui n'ont jamais réellement investi dans cet archipel, Truk obtient son indépendance en 1986 et reprend son nom traditionnel, celui de Chuuk. Aujourd'hui, l'archipel reste englué dans la pauvreté, le chômage, la corruption, sans réelles ressources naturelles, sans la moindre industrie. Le principal employeur reste l'État, devenir fonctionnaire le seul avenir. Les jeunes rêvent d'émigrer aux États-Unis. La plupart des gens s'en sortent grâce à une économie de subsistance. L'un des plus gros problèmes sur l'île principale, c'est celui du logement. Ils sont une trentaine de membres de la même famille à habiter chez leur oncle Mari. Celui-ci héberge ceux qui n'ont pas d'autre choix. Leur île est à 400 km. Ici, c'est le seul endroit un peu développé où ils peuvent étudier ou trouver du travail. Les épaves, j'y pense pas.
Ça m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. Tout ce que ça me rappelle, c'est la guerre. Et cette guerre, eh bien, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu la guerre ici. J'ai lu l'histoire. Je pense que c'est parce que les Japonais sont venus en premier. Eux, ils ont bien compris que cet endroit pouvait leur être très profitable. Mais pour eux, pas pour les gens d'ici. D'après ce que mes parents m'ont dit, les Japonais, au début, quand ils sont arrivés, ils étaient bons. Mais quelques années plus tard, ils ont décidé que tout ici leur appartenait. Les Japonais sont venus sur l'île après la Première Guerre mondiale. Les Allemands étaient déjà là. Le Japon a supplanté l'Allemagne. Ils voulaient que les habitants de Chuuk apprennent à écrire le japonais, à parler le japonais. Ils voulaient éduquer les gens d'ici, qu'ils apprennent la façon de vivre des Japonais. Quand le Japon a pensé à entrer en guerre, tout a changé sur l'île. Ils ont regroupé tous les hommes de Chuuk et ils les ont utilisés comme main-d'œuvre. Ils ont construit les pistes d'atterrissage, la base d'hydravion. Ils ont hissé les canons en haut des montagnes. Les militaires pouvaient obtenir tout ce qu'ils voulaient. Par exemple, même si une femme était mariée, ils pouvaient l'emmener et la garder dans leur maison. Mes sentiments pour les Japonais? J'étais terrifié, parce qu'ils nous forçaient à travailler comme des esclaves. On n'a jamais essayé de résister aux Japonais, ni de les combattre. On avait bien trop peur d'eux à cette époque-là. Si je savais plonger, j'aimerais bien voir, de mes yeux, ce qu'il y a à l'intérieur des épaves. Pour voir les épaves, il faut apprendre à plonger. Il faut du matériel, il faut de l'argent. Pour nous, c'est très difficile parce que nous sommes très pauvres. On ne peut pas prendre des cours de plongée. Il n'y a que les gens riches qui peuvent faire ça. Sur l'île, l'économie va mal. La pêche depuis peu ne s'exporte plus. Le tourisme, même modeste, est désormais la seule activité économique consistante de l'île. Et une des rares sources d'emploi face à un chômage qui, loin des chiffres officiels, frôlerait les 70%. Gradvin a hérité du centre de plongée de son père, le premier de l'île. Et dans cette société basée sur la famille, la solidarité joue à fond. Aujourd'hui, nous employons beaucoup de monde. La plupart sont de la famille, des cousins, des neveux, des oncles. Nous travaillons tous ensemble pour le centre de plongée. Mon premier boulot à la boutique de plongée, c'était de ramasser les poubelles. Et puis des instructeurs de plongée américains sont venus et ils nous ont donné des cours. Et je suis devenu guide de plongée. C'était mon rêve. Ça a pris du temps, mais je l'ai réalisé. Sans travail jusqu'à l'âge de 40 ans, Nick peut maintenant faire vivre sa famille décemment en passant sa vie sur les épaves. Disons 300 jours par an, 2 plongées par jour, ça fait 600 par an. C'est ma 15e année en tant que guide. Alors voilà.
Le bateau que nous allons découvrir s'appelle le Sankey Maru. C'est un autre bateau de transport. Quand il était encore à la surface, il a été bombardé par vos avions. Et c'est ce qui l'a fait couler. Dans la cale numéro 3, on peut voir des flacons de médicaments et des bouteilles de saké. Dans la cale numéro 2, on peut voir des camions, des châssis, des moteurs d'avion, des trains d'atterrissage. Dans la cale numéro 1, on trouvera des milliers de balles et des détonateurs. Ça vous a plu? Si vous êtes heureux, je suis heureux. C'est ça mon boulot, rendre les gens heureux. C'est pour ça que lorsqu'ils remontent sur le pont et me remercient, je suis très heureux. Ça me rend fier, fier de mon travail. Voilà ma petite maison. Comme je suis un homme pauvre, ma maison n'est pas vraiment somptueuse. C'est comme ça. Tant que j'avais pas de travail, je voulais pas me marier. J'aurais pas pu entretenir une famille. Nick pense que son travail est menacé. Depuis 15 ans, il a vu les épaves se détériorer peu à peu. Certaines parties des bateaux se sont déjà écroulées, comme les mâts. Quand les épaves se seront effondrées, j'aurai plus rien à faire, parce que les plongeurs ne viendront plus. Si je travaille pas, pas d'argent. Pas d'argent, pas de survie. Ces menaces qui pèsent sur les épaves, Bill Jeffrey les connaît bien. Cela fait 6 ans que cet archéologue australien vient régulièrement à Chuuk pour travailler. Il y a urgence ici. Les épaves ont souffert de toute une série d'interférences naturelles et humaines. Et certaines parties des navires se sont effondrées. D'autres ont été endommagés par la pêche à la dynamite. Quelques épaves n'ont plus que 10 à 15 ans, voire beaucoup moins avant de s'écrouler. J'espère qu'on peut faire changer les choses. Et pour ça, on a une association intéressante de scientifiques qui travaillent ensemble. Bill Jeffrey a su tisser de solides liens d'amitié avec les gens de Chuuk, notamment avec Gradvin, dont il utilise le centre de plongée. Bill est fier de lui présenter son équipe. Biologiste, spécialiste de la corrosion, conservateur de musée, c'est un mélange peu commun de compétences pour affronter au mieux tous les problèmes qui touchent les épaves.
J'ai vu pas mal de changements sur les épaves durant ma dernière plongée. Plus de dégâts? Oui, plus de dégâts. Une partie de notre travail, ça va être d'étudier ces dégâts, ces causes et comment on peut les ralentir. Ouais, ça serait bien d'avoir votre expertise pour nous conseiller sur ce qu'il faut faire. L'équipe doit d'abord étudier l'état actuel de ce patrimoine sous-marin. Avec plus de 50 épaves à répertorier, la tâche est gigantesque. Il faut du monde et de l'argent. Bill a fait appel à un mode de financement assez nouveau et très en vogue dans le monde de l'environnement. L'éco-volontariat. La mission est financée par des bénévoles qui paient pour participer à cette expédition. Seule condition, ces éco-volontaires doivent avoir une excellente maîtrise de la plongée. Chaque jour, il leur faut une demi-heure de bateau avant de s'arrêter au-dessus des épaves. Les biologistes, Mike Hemsley et Joss Hill, plongent souvent parmi les premiers. Joss observe les coraux, en particulier ceux qui ont été endommagés par des ancres, des plongeurs ou de la dynamite. Car chaque coup porté aux concrétions de l'épave va accélérer sa corrosion. Mike s'occupe lui d'identifier et de dénombrer les poissons que les épaves attirent systématiquement. S'il n'y avait pas d'épaves au fond de l'eau, il n'y aurait qu'un nombre limité d'espèces qui vivraient là. Celles qui creusent des trous dans le sable et celles qui picorent les rares cailloux. L'épave s'échoue. Plein de petits poissons débarquent, c'est un endroit super pour vivre. Il y a plein d'endroits pour se cacher et se protéger des prédateurs. Ensuite, vous avez les prédateurs qui arrivent pour se nourrir de ces petits poissons. Et enfin, les herbivores déménagent pour se nourrir des algues qui poussent sur les épaves. Donc, c'est tout un petit microcosme qui se crée. Tu vas mesurer à partir de ces différents points? Alors une fois que je descends là, je dois aller vers où? Toi, tu restes au point A et je ferai les mesures vers les autres points. Les éco-volontaires apprennent vite à travailler à 20 mètres de profondeur. Pour certains, la tâche est assez facile. Il s'agit de tenir le décamètre et de se positionner au bon endroit pour permettre une cartographie juste de l'épave. Mais pour d'autres, le travail s'avère beaucoup plus compliqué. Ils doivent utiliser sous l'eau le système des cadras, c'est-à-dire cadrer un endroit, en identifier le contenu, le mesurer, le photographier, puis le dessiner. Tom et Joyce sont des jeunes retraités américains. C'est la première fois de leur vie qu'ils doivent effectuer un tel travail sous l'eau. C'était difficile de maintenir son équilibre, de garder chaque chose en place pendant qu'on mesurait, et de se souvenir de tout ce qu'il y avait à faire, et de communiquer. Attends, reviens, on n'a pas mesuré ça, sans pouvoir se parler. Ils vont sûrement balancer nos premières mesures.
Île d'Éten. L'ancien quartier général de l'aviation japonaise pendant la guerre. L'équipe australienne découvre ce qui fut l'un des premiers objectifs à abattre pour les Américains en 1944. C'est encore un bâtiment fantôme. Peut-être moins excitant à découvrir, mais beaucoup plus troublant. Comme si la brutalité de la guerre était plus perceptible à terre. Truk était l'une des bases les plus importantes à neutraliser pour les Américains. Ils la considéraient comme le Gibraltar du Pacifique, l'équivalent de Pearl Harbor. Et quand ils sont venus pour la bombarder, ils l'ont neutralisée, mais ils ne l'ont pas envahie. Ils ont préféré la laisser pourrir sur pied, comme ils disaient. Et ils ont fait savoir à l'époque que c'était leur revanche de Pearl Harbor. C'était aussi important que ça pour les Américains. Le 17 février 1944, l'opération secrète Hellstorm, tempête de grêle, commence. C'est une attaque aérienne contre le bastion japonais. Les Américains redoutent le pire. Mystérieuse, la base est réputée imprenable. Les bombardiers américains commencent par pilonner la défense aérienne japonaise. Ce qui m'a fait le plus peur quand ils ont lâché leurs bombes, c'est le bruit des explosions et la façon dont les bombes ont secoué le sol. Ça m'a vraiment effrayé. C'était la première fois que je voyais des choses comme ça. Mon village, il a été balayé par les Américains. Ils ont bombardé depuis le haut des montagnes jusqu'aux mangroves. Beaucoup de gens de mon village sont morts. Je les ai vus mourir, devant moi. J'ai vu leurs intestins sortir de leur ventre. J'en ai vu perdre leur tête. Dans le lagon, la plupart des navires de guerre ont déjà fui, alertés par un vol de reconnaissance américain 2 semaines plus tôt. Mais beaucoup de navires marchands sont encore là pour décharger leur ravitaillement. De l'armement, des tanks, des camions, de la nourriture, des médicaments. Les navires ne résistent pas à 2 jours de bombardements intenses. Les pertes humaines sont très lourdes. 4000 soldats japonais meurent. L'archipel de Truk est défiguré. They come to surrender the great naval stronghold of Truk. Regarded by the Japs as their bastion in the Pacific, Truk was bombed and bypassed, and now is surrendered by the signature of its commander. Truk, one of the bases the Navy says America needs. They throw so many bombs, Ils ont balancé tellement de bombes. Vous pouvez vous en rendre compte avec le nombre d'épaves dans le lagon. Et qu'est-ce que ça a donné? Les gens d'ici ont souffert, les soldats japonais sont morts, et je ne vois aucune raison à tout ça. Peut-être c'est parce qu'on n'avait pas de machines comme des mitrailleuses, des bombes et d'autres choses comme ça. Mais pourquoi ils sont venus jusqu'ici pour se battre, je ne sais pas. Pourquoi les Japonais sont arrivés ici pour commencer, je ne sais pas non plus. Je ne comprends pas. Peut-être qu'ils essayaient de nous apporter la civilisation occidentale. Mais nous, on était bien avant qu'ils n'arrivent. On vivait à notre façon. On n'avait pas de riz, mais on vivait. On était heureux.
Depuis 1944, ces épaves dorment dans le lagon de Tchouk. Il reste à leur bord au moins 36 000 tonnes de pétrole. Comment prévenir toute pollution catastrophique? Comment éviter tout effondrement mortel sur des plongeurs? Pour le savoir, l'équipe scientifique australienne doit déterminer très précisément l'état de corrosion de chaque épave. Vous ne pouvez pas savoir si le métal est en bonne santé ou pas, simplement en le regardant, parce qu'il est recouvert par une couche de coraux et d'algues. Il faut donc percer à travers tout cela afin de placer nos électrodes tout contre le métal. Ian McLeod est l'un des meilleurs spécialistes au monde de la corrosion des métaux. Il ausculte ces épaves comme un médecin prendrait la tension d'un patient. L'action corrosive crée un courant électrique qu'il parvient à mesurer. Il m'a fallu 12 ans avant que je puisse comprendre tout ce que cette tension électrique sur toutes les différentes épaves pouvait signifier. Et puis un jour, soudainement, ça s'est mis en place. Les épaves me parlent quand je prends mes mesures. Elles me font savoir si elles vont bien. Les gens me disent, mais comment une épave peut-elle parler? Mais si, elle vous parle. Seulement il faut savoir ouvrir les yeux, les oreilles, mettre tous ses sens en éveil et observer, toujours observer, car tout sur l'épave peut vous expliquer ce qui se passe. Les Tchoukies ont failli ne jamais réaliser qu'un véritable trésor reposait dans leur lagon. Après la guerre, s'il leur arrive de plonger en apnée sur des épaves, c'est uniquement pour récupérer du métal. Ce n'est qu'à la fin des années 60 que tout va changer, après la visite d'un célèbre bonhomme au bonnet rouge. Alors que je me prépare à plonger, les conséquences du raid de truck accaparent mes pensées. Je sens à quel point l'histoire de la Terre est liée... Cousteau a été le premier à filmer les épaves de Tchouk. Le short, oh le short. Les épaves, c'est l'aventure, le mystère, l'émotion humaine. Secoue ça encore un peu. Regarde, il y a encore de la nourriture. Et voilà, ça a disparu. Selon les Australiens, la visite de l'équipe Cousteau n'a pas laissé que des bons souvenirs. Nous savons de différentes sources que Cousteau a ramené des tonnes de pièces d'ici. On ne voit que quelques articles dans le film, c'est intéressant. Je m'attendais à voir des cloches, des télégraphes de pont et d'autres pièces imposantes. Nous ne savons pas où atterrit tout ce matériel. On a essayé de pister, mais il est probable qu'on ne le retrouve jamais. Mais ce serait vraiment formidable si ça pouvait revenir à Tchouk pour un musée. Le film de Cousteau va jouer un rôle décisif dans l'histoire de Tchouk. Ces images vont fasciner les plongeurs du monde entier qui débarquent dans l'archipel dans les années 70. La seule personne qui sur place peut les aider, c'est Kimio Isaac. Il a appris à plonger à Hawaï, il travaille pour le département des ressources maritimes et se débrouille toujours pour remplir les bouteilles de plongée des visiteurs. Il rend service, sans imaginer que cela va bouleverser sa vie. Mon père s'est lié d'amitié avec ces visiteurs américains et ils l'ont poussé à ouvrir une boutique de plongée. Eux avaient très vite compris que Tchouk allait devenir un endroit culte pour la plongée sur des épaves. Mais mon papa, il ne comprenait même pas ce que c'était une boutique de plongée. Il me disait, tu sais, plonger sur du métal, je ne trouve pas ça très intéressant. Moi, je préfère plonger sur des récifs, c'est bien mieux. Parce que là, je peux ramasser des clams, pêcher au harpon, et j'ai toujours quelque chose à rapporter à la maison. Il ne voyait pas l'intérêt. Pourquoi est-ce que des gens viendraient plonger sur des trucs en métal ? Kimio va vite réaliser combien les étrangers aiment aller voir ces fameux trucs en métal. De Kennedy Jr. à James Cameron,
son centre de plongée rencontre le succès. Charismatique, le pionnier se bat dès le début pour préserver les épaves en tant que musée, freine les vols, empêche les pillages et impose le respect de ce sanctuaire. Car Kimio a vécu les bombardements, il avait 17 ans, il a vu les bateaux japonais couler. Sur l'un d'eux se trouvait son ami, un Japonais avec qui il travaillait sur les docks. Mon père et lui étaient très proches. À chaque fois qu'il plongeait sur son bateau, il apportait des fleurs pour saluer la mémoire de son ami. Il restait sur le bateau et ne parlait pas pendant un moment, parce qu'il avait vu ce bateau couler. À chaque fois que je plonge sur une épave, j'imagine la façon dont les gens sont morts. Et je me demande, et si ça avait été moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que ces milliers de personnes ont pu faire, coincées à l'intérieur du bateau, avec l'eau qui montait? Ici, il y a des vieux qui disent « C'est bien fait s'ils sont morts comme ça, parce qu'ils ne pardonnent pas ce qu'on leur a fait. » Un jour, des Japonais qui avaient vécu sur l'île sont revenus. Et des vieux Tchouki sont arrivés avec leurs machettes. Ils voulaient se battre avec eux. Nous avons beaucoup de touristes japonais qui viennent à Chuuk. Je dirais que 5% d'entre eux ont envie de plonger sur les épaves. 95% préfèrent aller plonger sur les récifs en dehors du lagon. Peut-être ressentent-ils quelque chose quand ils plongent sur leur propre bateau. Les touristes étrangers, quand ils voient des os, ça leur plaît. Ils sont comme émoustillés à la vue des crânes, des tibias. Mais quand les Japonais, eux, se retrouvent dans les zones où il y a des ossements, ils sont choqués et ils ressentent beaucoup de tristesse. C'est normal. Ce sont nos ancêtres, c'est notre peuple. Ce sont nos familles qui sont mortes pendant cette guerre. Quel que soit le temps, l'équipe australienne multiplie les plongées, apprend à déchiffrer ce fameux langage des épaves cher à Ian MacLeod. Celles-ci ne vont pas disparaître demain matin, mais se disloquer un peu plus chaque jour, suivant l'inexorable destin de tout objet métallique dans de l'eau de mer. Enfin, ce qu'on a toujours considéré jusqu'à présent comme inexorable. Car Ian MacLeod veut tout simplement changer le destin de ces épaves. On sait d'après nos calculs que le Fujikawa Maru va encore durer entre 5 et 12 ans. Il va rester dans le même état. Puis il va subir une série d'effondrements catastrophiques. Ce qu'on pourrait faire, c'est traiter l'épave en la conservant sur place. Arrêter la corrosion du métal tout en fabriquant une couche de carbonate de calcium. Et ce serait comme l'envelopper dans une merveilleuse couverture. Elle nous dirait, voilà, je ne vais plus m'effondrer.
Il y a les rêves fous de MacLeod qui imagine sans cesse des plans de sauvetage. Et puis, il y a la réalité. Des missions limitées dans le temps qu'ils espèrent multiplier pendant 3 ans s'ils trouvent assez d'éco-volontaires pour les financer. Quant au budget que l'État de Chuuk peut consacrer à la préservation des épaves, il apparaît totalement dérisoire aux yeux de Bill Jeffrey. En Australie, on a une seule épave de la même taille, le Yangala, et on a du mal à s'en sortir. Ici, c'est un pays très pauvre et il doit s'occuper de 50 épaves gigantesques. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent à gérer cela quand nous, un pays bien doté, on a du mal avec une seule épave. Ces bateaux étaient japonais, ils ont été coulés par les Américains, c'était leur guerre. Ils ont laissé le bordel ici. C'est maintenant aux Tchoukis de s'en occuper alors que c'est un pays de misère. Moi je pense que les Américains et les Japonais devraient donner davantage d'argent aux Tchoukis pour prendre soin de ces épaves. Aux États-Unis, les épaves de guerre contenant des restes humains sont interdites aux plongeurs. Mais à Chuuk, les touristes peuvent toucher les ossements. Choqués, révoltés, l'association des familles des soldats japonais a réagi. Moi, mon père et 2 cousins, on a aidé les Japonais à récupérer les restes humains sur les épaves. Je me souviens que c'était très troublant d'aller creuser là-dedans. Il m'a fallu 1 semaine pour que je m'habitue à ramasser ces ossements, et puis à les déposer de plus en plus vite dans des sacs. Mais au début, je n'étais pas rassuré. J'étais nerveux parce que j'ai peur des fantômes. Le but de ces cérémonies est de libérer les âmes des défunts. Les familles ont donc tout fait pour que les ossements soient incinérés et les cendres rapatriées au Japon. Car selon la religion japonaise Shinto, l'âme des morts ne peut trouver la paix tant qu'ils ne sont pas enterrés dans leur propre pays. Sur chacune des épaves, l'équipe australienne traque tous les indices qui leur permettront de résoudre la question la plus importante. Combien de temps? Combien de temps ces monstres d'acier résisteront-ils? Il est trop tôt pour se prononcer précisément. Les épaves tiendraient encore le coup 5 à 15 ans. Mais Ian MacLeod préfère déjà se concentrer sur une autre question. Que faire concrètement pour que ces épaves résistent à l'épreuve du temps? Comment faire pour empêcher qu'elles ne disparaissent? Si on place des capteurs solaires sur une barge reliée à l'épave, le courant électrique circulera dans le métal et arrêtera la corrosion. Et on pourra vraiment préserver ces épaves pour toujours, in situ. Une des choses formidables avec l'électrochimie et la corrosion, c'est que tout cela, c'est une histoire d'électrons quittant le navire. Donc en fait, c'est un courant que l'on peut renverser. Notre boulot, c'est d'essayer de faire durer l'histoire. Mais au lieu d'extirper tout cela pour le mettre dans un musée, on créera un musée sous l'eau, dans le lagon, et on sécurisera les épaves pour que les prochaines générations puissent en profiter.
Stopper la corrosion des épaves dans la mer. C'est une véritable révolution. L'opération n'a jamais été réalisée sur une épave entière, mais Ian MacLeod a déjà expérimenté avec succès cette technique sur des ancres et des canons. La prouesse scientifique ne lui fait pas peur. Le coût financier pourrait être envisagé. Mais pour que cette solution extraordinaire puisse être réaliste, l'équipe doit affronter un autre problème qui frappe au cœur même des épaves, celui de la pêche à la dynamite. Aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir marqué un point contre ce fléau. Je n'avais jamais trouvé une acidité du métal aussi importante qu'aujourd'hui. Et cela correspond parfaitement aux dégâts provoqués par les ondes de choc de la dynamite utilisée par les pêcheurs. Si vous voulez, l'épave, elle fait comme ça. Je suis très malheureux. Pour la première fois, nous sommes arrivés presque immédiatement après les dégâts. Donc on peut les mesurer. Jusqu'à maintenant, c'était l'incertitude. Est-ce la faute d'un typhon, de la dynamite? On sait qu'il n'y a pas eu de typhon. C'est donc la pêche à la dynamite. En prouvant que les épaves sont directement menacées, l'équipe australienne arrivera peut-être à remobiliser la lutte contre ce problème de société. La technique de la pêche à la dynamite a été enseignée par les Japonais aux locaux lorsqu'ils mouraient tous de faim après les bombardements. Depuis, les Chukis n'ont jamais été à court de munitions puisqu'elles abondent à terre et sur les épaves où les pêcheurs viennent se servir. Les piles bien rangées de mines diminuent sans cesse. On voit très bien celles qui manquent. Bill Jeffries sait combien cette pêche à la dynamite peut ruiner non seulement les épaves, mais l'avenir de Chuuk. L'archéologue n'hésite pas à jouer les sociologues en quête de solutions. Il a convaincu des pêcheurs à la dynamite de lui parler. Ces derniers ont souhaité rester anonymes. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise. Je ne cherche pas à ce que vous vous sentiez coupable. Je veux simplement comprendre le procédé. Demande-leur où ils vont faire ça. C'est sur les épaves ou sur les récifs? En fait, on recherche les gros bancs de poissons. Donc on en trouve près des épaves, ça arrive. Mais généralement on pêche à la dynamite sur les récifs. Combien vous pouvez gagner en une journée? C'est 1000 $ au minimum. Mais si on attrape des centaines de poissons, c'est beaucoup plus que cela. Donc la récompense est tellement grande que ça fait oublier le danger, le risque de perdre sa vie, perdre un bras, une main. Tous les risques sont oubliés. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un travail pénible, ça peut prendre 2 à 3 heures. Et si on attrape le poisson très vite, c'est réglé en 1 heure. Si j'étais policier et que je vois mon frère utiliser de la dynamite, je vais le laisser partir. Je ne vais pas l'arrêter. Je ne veux pas le voir en prison. C'est comme ça que ça se passe ici. Je pense qu'à l'avenir, tout cela va changer. Parce que la jeune génération est éduquée. Ils comprennent nos coutumes, mais comme ils ont reçu une éducation, ils peuvent la mettre en pratique. Donc je pense que les choses vont changer. Je l'espère. Bientôt. Et le plus tôt sera le mieux. Chuuk est en train de perdre ses épaves, c'est-à-dire le seul trésor que les Occidentaux ont bien voulu lui laisser.
est la seule économie substantielle qui tienne encore debout. Préserver cet étrange trésor n'exigera pas seulement un exploit scientifique. Il faudra trouver le moyen d'intéresser l'ensemble des Tchokis à protéger ces épaves qui, pour l'instant, sont encore loin de leur quotidien. Je cherche comment les gens pourraient bénéficier davantage des épaves. Comment ça pourrait aider tout le monde. Parce que sauver les épaves, c'est aider les gens. En fait, je me suis aperçu qu'au-delà des épaves, ce sont les gens d'ici qui m'apportent vraiment. Ici, les récifs se meurent. Les poissons sont devenus tellement petits. Quand on va au marché, on ne trouve plus que des petits poissons, plus de gros à cause de la dynamite. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir avec ces récifs qui disparaissent. Les poissons dépendent des récifs. Je ne sais pas. Mon temps est bientôt venu. Dans quelques années, je serai parti. Mais les autres, je ne sais pas comment ils vont faire.